Bonsoir à tous. Oh, que ça fait du bien de se poser pour un instant de lecture. Bien. Alors, Michacha qui fait des siennes. Donc, c'est toujours le livre de Léon Denis sur l'au-delà, l'après, qui date du début du siècle. Hein. Alors, nous sommes à la page 79. Il y a 122 pages. On devrait arriver au bout. Après avoir passé en revue les principaux phénomènes qui servent de base au spiritualisme moderne, notre résumé serait incomplet si nous ne disions quelques mots des objections présentées et des théories contraires à l'aide desquelles on a cherché à les expliquer. Le spiritisme, a-t-on dit, n'est qu'un ensemble de fraudes et de supercheries. Tous les faits extraordinaires sur lesquels il s'appuie sont des faits simulés. Il est vrai que des imposteurs ont cherché à imiter ces phénomènes. Leurs ruses ont été facilement découvertes et les spirites ont été les premiers à les signaler. Dans presque tous les cas cités plus haut, apparition, matérialisation d'esprit, les médiums sont liés, attachés à leur chaise. Fréquemment, leurs pieds et leurs mains sont tenus par les expérimentateurs. Parfois même, ils sont placés dans des cages spécialement préparées à cet effet, cages fermées, dont la clé est aux mains des opérateurs, rangées autour du médium. D'accord. C'est dans de telles conditions que de nombreuses matérialisations de fantômes se sont produites. Somme toute, les impostures ont presque toujours été démasquées et beaucoup de phénomènes n'ont jamais été imités, par la raison qu'ils échappent à toute imitation possible. Les phénomènes spirites ont été observés, vérifiés, contrôlés par des savants sceptiques qui ont passé par tous les degrés de l'incrédulité et dont la conviction ne s'est faite que peu à peu, sous la pression continue des faits. Ces savants étaient des hommes de laboratoire, des physiciens et des chimistes éprouvés, des médecins et des magistrats. Ils avaient toutes les qualités requises, toute la compétence nécessaire pour démasquer les fraudes les plus habiles, pour déjouer les trames les mieux ourdies. Leurs noms sont parmi ceux que l'humanité entière respecte et honore. À côté de ces hommes illustres, tous ceux qui se sont livrés à une étude patiente, consciencieuse et persévérante de ces phénomènes viennent en affirmer la réalité. Tandis que la critique et la négation émanent de personnes dont le jugement basé sur des notions insuffisantes ne saurait être que superficiel. Il est arrivé à quelques-uns d'entre nous ce qui arrive souvent aux observateurs inconstants. Ils n'ont obtenu que de faibles résultats, parfois même des résultats négatifs, et ils en sont devenus d'autant plus sceptiques qu'ils n'ont pas voulu tenir compte d'une chose essentielle. C'est que le phénomène spirit est soumis à des conditions qu'il faut connaître et observer. Leur patience s'est trop vite lassée. Les preuves qu'ils exigent ne s'obtiennent pas en quelques jours. Les savants qui ont formulé des conclusions affirmatives et que nous avons citées ont étudié la question pendant de nombreuses années. Ils ne se sont pas contentés d'assister à quelques séances plus ou moins bien dirigées et pourvues de bons médiums. Ils se sont donné la peine de rechercher les faits, de les grouper, de les analyser. Ils sont allés au fond des choses. Aussi, leur persévérance a été couronnée de succès. Et leur méthode d'investigation peut être offerte en exemple à tout chercheur sérieux. Parmi les théories prises en avant pour expliquer les phénomènes spirites, celle de l'hallucination tient toujours la plus grande place. Elle a perdu toute raison d'être cependant. Devant les photographies d'esprit obtenues par Aksakov, Kruk, Volpi, Oshorovitch, W. Steed et tant d'autres, on ne photographie pas les hallucinations. Les invisibles impressionnent non seulement les plaques photographiques, mais encore les instruments de précision, comme les enregistreurs Marey. Ils soulèvent des objets matériels, les décomposent et les recomposent. Ils laissent des empreintes dans la paraffine chaude. Ce sont là autant de preuves contre la théorie de l'hallucination, soit individuelle, soit collective. Certains critiques accusent les phénomènes spirites de vulgarité.
de grossièreté, de trivialité. Ils les considèrent comme ridicules. Ces apparitions prouvent leur incompétence. Les manifestations ne peuvent être différentes de celles qu'eussent été, venant du même esprit lorsqu'ils vivaient sur terre. La mort ne nous change pas, et nous sommes seulement dans l'au-delà ce que nous nous sommes fait durant cette vie. De là, l'infériorité de tant d'êtres désincarnés. D'un autre côté, ces manifestations triviales et grossières ont leur utilité. Ce sont elles qui révèlent le mieux l'identité de l'esprit. Elles ont convaincu nombre d'expérimentateurs de la réalité de la survivance et les ont amenés peu à peu à observer, à étudier des phénomènes d'un ordre plus élevé. Car, nous l'avons vu, les faits s'enchaînent et se lient dans un ordre gradué, en vertu d'un plan qui semble indiquer l'action d'une puissance, d'une volonté supérieure, cherchant à arracher l'humanité à son indifférence, à la pousser vers l'étude et la recherche de ses destinées. Les phénomènes physiques, tables parlantes, maisons hantées, étaient nécessaires pour frapper l'attention des hommes, mais il ne faut voir là qu'un des moyens préliminaires. Un acheminement vers des domaines plus élevés de la connaissance. À chaque siècle, l'histoire rectifie ses jugements. Ce qui paraissait grand devient petit, et ce qui semblait petit s'élève. Aujourd'hui déjà, on commence à comprendre que le spiritisme est un des événements les plus considérables des temps modernes, une des formes les plus remarquables de l'évolution de la pensée, le germe d'une des plus grandes révolutions morales que le monde ait connues. En ce qui concerne l'étude des manifestations psychiques, les spirites se savent en bonne compagnie. Les noms illustres de Russell Wallace, de Crook, de Robert Hart, de Mape, de Zollner, d'Aksakov, de Butlerov, de Wagner, de Flammarion, de Myers, de Lombroso ont été souvent cités. On voit aussi des savants comme les professeurs Bartlett, Hislop, Morselli, Bottazzi, William James, Lodge, le professeur Richer, le colonel de Rochas, etc., qui ne considèrent pas ces études comme indignes d'eux. Que penser après cela des accusations de ridicule, de folie? Que prouvent-elles sinon une chose attristante? C'est que le règne de l'aveugle routine persiste dans certains milieux. L'homme incline trop souvent à juger les faits d'après l'horizon étroit de ses préjugés et de ses connaissances. Il faut élever plus haut, étendre plus loin ses regards, et mesurer sa faiblesse en face de l'univers. On apprendra par là à être modeste, à ne rien rejeter ni condamner sans examen. On a cherché à expliquer tous les phénomènes du spiritisme par la suggestion et la double personnalité. Dans les expériences, dit-on, le médium se suggestionne lui-même ou bien il subit l'influence des assistants. La suggestion mentale, qui n'est autre que la transmission de pensée, malgré les difficultés qu'elle présente, peut se comprendre et s'établir entre deux cerveaux organisés. Par exemple, entre le magnétiseur et son sujet. Mais peut-on croire que la suggestion agisse sur les tables? Peut-on admettre que des objets inanimés soient aptes à recevoir et reproduire les impressions des assistants? On ne saurait expliquer par cette théorie les cas d'identité, les révélations de faits, de dates ignorées du médium et des assistants qui se produisent assez souvent dans les expériences. Pas plus que les manifestations contraires à la volonté de tous les spectateurs. Bien des fois, des détails absolument inconnus de tout être vivant sur la Terre ont été révélés par des médiums, puis vérifiés et reconnus exacts. On en trouve de remarquables exemples dans l'ouvrage d'Aksakov, Animisme et spiritisme, et dans celui de Russell Wallace, le moderne spiritualisme, ainsi que des cas de médiumnité constatés chez des enfants en bas âge, qui, pas plus que les précédents, ne sauraient être expliqués par la suggestion.
Selon M. Pierre Janet et Ferré, et c'est là une explication dont se servent fréquemment les adversaires du spiritisme, on doit assimiler un médium écrivain à un sujet hypnotisé, auquel on suggère une personnalité pendant le sommeil, et qui a perdu au réveil le souvenir de ses suggestions. Le sujet écrit d'une manière inconsciente une lettre, un récit se rapportant à ce personnage imaginaire. C'est là, nous dit-on, l'origine de tous les messages spirites. Tous ceux qui ont quelque expérience du spiritisme savent que cette explication est inadmissible. Les médiums, écrivant d'une manière automatique, ne sont pas plongés au préalable dans le sommeil hypnotique. 7. En général, à l'état de veille, dans la plénitude de leurs facultés et de leur moi conscient, que les médiums écrivent sous l'impulsion des esprits. Dans les expériences de M. Janet, il y a toujours un hypnotiseur en liaison magnétique avec le sujet. Il n'en est pas de même dans les séances spirites. Ni l'évocateur, ni les assistants n'agissent sur le médium. Celui-ci ignore absolument le caractère de l'esprit qui va intervenir. Souvent même, les questions sont posées aux esprits par des incrédules, plus disposés à combattre la manifestation qu'à la faciliter. Le phénomène de la communication graphique ne consiste pas seulement dans le caractère automatique de l'écriture, mais surtout dans les preuves intelligentes que les identités qu'elle fournit. Or, les expériences de M. Janet ne donnent rien de semblable. Les communications suggérées au sujet hypnotisé sont toujours d'une banalité désespérante. Tandis que les messages des esprits nous apportent souvent des indications, des révélations ayant trait à la vie présente et passée d'êtres que nous avons connus sur la terre, qui ont été nos amis ou nos proches, détails ignorés du médium, et dont le caractère de certitude les distingue absolument des expériences d'hypnotisme. On ne saurait par la suggestion faire écrire des illettrés, ni recevoir d'un guéridon des poésies comme celles recueillies par M. Jaubert, président du tribunal de Carcassonne, et qui obtinrent des prix aux Jeux floraux de Toulouse. On ne saurait pas davantage, par ce moyen, susciter l'apparition de mains, de formes humaines, pas plus que l'écriture dont se couvrent les ardoises apportées par des observateurs sans qu'ils s'en soient dessaisis. Il faut se rappeler que la doctrine des esprits a été constituée à l'aide de nombreux messages obtenus par des médiums écrivains à qui ces enseignements étaient absolument étrangers. Presque tous avaient été bercés dès l'enfance par l'enseignement des églises, par les idées de paradis et d'enfer. Leurs convictions religieuses, leurs notions sur la vie future étaient en opposition frappante avec les vues exposées par les esprits. Il n'existait en eux aucune idée préalable de la réincarnation ni des vies successives de l'âme, pas plus que de la véritable situation de l'esprit après la mort. Toutes ces choses exposées dans les messages obtenus. Il y a là une objection irréfutable à la théorie de la suggestion. Il est évident que, parmi l'énorme quantité de faits spirites actuellement enregistrés, il s'en trouve de faibles, de peu concluants. D'autres peuvent être expliqués par la suggestion ou par l'extériorisation du sujet. Dans certains groupes spirites, on est trop porté à tout accepter comme émanant des esprits, et l'on ne fait pas assez la part des phénomènes douteux. Mais, si large que soit cette part, il reste un ensemble imposant de manifestations inexplicables par la suggestion, l'inconscient, l'hallucination ou autres théories analogues. Les critiques procèdent toujours de la même façon envers le spiritisme. Ils ne s'adressent qu'à un genre spécial de phénomènes et écartent à dessein de la discussion tout ce qu'ils ne peuvent comprendre ni réfuter. Dès qu'ils croient avoir trouvé l'explication de quelques faits isolés, ils s'empressent de conclure à l'absurdité de l'ensemble. Or, presque toujours, leur explication est inexacte et laisse dans l'ombre les preuves les plus frappantes de l'existence des esprits et de leur intervention dans les choses humaines. Le professeur Taine, Flournoy, les docteurs Binet, Grasset, etc.
ont proposé les théories de la double conscience et de l'altération de la personnalité pour expliquer les phénomènes de l'écriture et de l'incorporation. Mais leur système ne s'accorde pas avec les faits d'écriture en langue étrangère ignorée du médium, comme ce fut le cas avec la fille du grand juge Edmonds. Voir problème de lettres, page 139. Ah bah c'est pas dans ce livre-là. Il ne concorde pas davantage avec les autographes obtenus de certains défunts, pas plus qu'avec les phénomènes d'écriture obtenus par des illettrés. Aucune de ces hypothèses ne peut expliquer l'effet d'écriture directe, obtenu par M. Guldenstubbe, sans contact, sur des feuilles de papier non préparées, pas plus que l'expérience rapportée par Sir W. Crook et dans laquelle une main d'esprit matérialisée descendit du plafond sous ses regards dans son propre cabinet de travail, alors qu'il tenait dans ses deux mains celle du médium Kate Fox. Dans toutes ces théories, on confond presque toujours le subconscient ou le subliminal, soit avec le double fluidique qui n'est pas un être mais un organisme, soit avec l'esprit préposé à la garde de toute âme incarnée en ce monde. Le pasteur Benezek, que les faits ont converti au spiritisme, a montré également tout ce qu'ont d'arbitraire et d'invraisemblable ces explications prétendues scientifiques. Dans un livre récent, il a écrit à ce sujet. La table nous révélait une chose que nous étions dans l'impossibilité matérielle, absolue, incontestable de savoir. Quelqu'un le savait pour nous, puisqu'on nous le disait. La mémoire latente n'a pas pu intervenir, et si le subconscient est seul en jeu, de quel pouvoir ne dispose-t-il pas? Il est en nous, il est une partie de nous-mêmes, et, par un caprice de la nature qui égale, quand on y réfléchit, les prodiges les plus invraisemblables, il pense, il conçoit des projets, il les exécute, tout cela à notre insu, et ensuite il nous dit ce qu'il a réalisé, alors que nous sommes, non pas endormis et à l'état de rêve, mais parfaitement éveillés, et dans l'attente de ce qui va se produire. Les amateurs de fantastique ont de quoi être satisfaits. Dans son dernier livre, Sir Oliver Lodge rapporte, en ces termes, un fait qui ne peut être expliqué par aucune des théories chères aux adversaires du spiritisme. Le texte suivant fut obtenu par M. Stanton Moses. Alors qu'il était en séance dans la bibliothèque du docteur Spear et conversait par le moyen de sa main qui écrivait automatiquement avec divers interlocuteurs supposés. S.M. Pouvez-vous lire? Réponse. Non, ami, je ne peux pas, mais Zachary Gray ainsi que le rector le peuvent. S.M. Y a-t-il l'un quelconque de ces esprits? Réponse. Je vais en amener un tout à l'heure. Je vais envoyer. Rector est ici. S.M. J'ai demandé si vous pouviez lire. Cela est-il vrai? Pouvez-vous lire un livre? Réponse. Entre parenthèses, l'écriture change. Oui, ami, mais difficilement. S.M. Voulez-vous m'écrire la dernière ligne du premier livre de l'Énéide? Réponse. Attendez. Omnibus errantem terris et fluctibus aestas. C'est bien cela. S.M. C'est bien, mais il est possible que je l'ai su. Pouvez-vous aller dans la bibliothèque, prendre l'avant-dernier volume du deuxième rayon et me lire le dernier paragraphe de la page 94. Je ne sais pas quel est le livre et j'en ignore même le titre. Entre parenthèses, après un court laps de temps, on obtint ceci par l'écriture automatique.
Je prouverai par un court récit historique que la papauté est une nouveauté qui, graduellement, s'est élevée et a grandi depuis les temps primitifs du christianisme pur, non seulement depuis l'âge apostolique, mais même depuis la lamentable union de l'Église et de l'État par Constantin. Alors, entre parenthèses, le volume en question se trouvait être une œuvre bizarre ayant comme titre Rogers Antipoposprietian, an attempt to liberate and purify Christian. Oh, j'arrive même pas à lire. L'extrait donné ci-dessus était exact, sauf le mot narratif substitué au mot account. SM. Comment se fait-il que je sois tombée sur une phrase aussi bien appropriée? Réponse. Je ne sais pas, mon ami, c'est l'effet d'une coïncidence. Le mot a été changé par erreur, je m'en suis aperçue quand c'était fait, mais je n'ai pas voulu le corriger. SM. Comment lisez-vous? Vous écriviez plus lentement, par accès et par saccade. Réponse. J'écrivais ce que je me rappelais et j'allais ensuite lire plus loin. Mais il faut faire un effort spécial pour lire. Cela n'a d'utilité que comme preuve. Votre ami avait raison hier soir. Nous pouvons lire, mais seulement quand les conditions sont très bonnes. Nous allons lire une fois encore, nous écrirons et ensuite nous vous donnerons l'impression du livre. Pope est le dernier grand écrivain de cette école de poésie, la poésie de l'intelligence, ou plutôt de l'intelligence mélangée à l'imagination. Ceci est vraiment écrit. Allez prendre le 11e volume sur le même rayon. Donc j'ai pris un livre intitulé « Poésie, roman et rhétorique ». Il va s'ouvrir pour vous à la page voulue. Prenez et lisez et reconnaissez notre pouvoir et la permission que nous donne Dieu. Grand et bon de vous montrer notre puissance sur la matière. Gloire à lui. Amen. Le livre ouvert à la page 145 montra que la citation se trouvait parfaitement vraie. Je n'avais pas vu le volume auparavant. Il est certain que je n'avais aucune idée de ce qu'il renfermait. SM. Ces volumes se trouvaient dans la bibliothèque du Dr Spears. Dans les dernières pages du même livre, en concluant, après avoir apporté des faits innombrables, Sir Lodge écrit « Nous découvrons que des amis défunts, dont quelques-uns nous étaient bien connus et avaient pris une part active aux travaux de la société pendant leur vie, spécialement Gurney, Myers et Hodgson, prétendent constamment communiquer avec nous, dans l'intention bien arrêtée de prouver patiemment leur identité et de nous donner des correspondances croisées entre différents médiums. Nous découvrons aussi qu'ils répondent à des questions spécifiques, d'une manière caractéristique de leur personnalité connue et qu'ils témoignent de connaissances qui leur étaient propres. Les théoriciens du subconscient font de celui-ci un être doué de propriétés intellectuelles transcendantales. Quoi d'étonnant s'ils paraissent expliquer ainsi certaines manifestations de l'esprit. Mais tandis que la théorie spirit est claire, précise et s'adapte parfaitement à la nature des phénomènes, l'hypothèse de la subconscience reste vague et confuse. Devant les faits que nous venons de signaler, on peut se demander en vertu de quel accord universel ces inconscients cachés dans l'homme qui s'ignorent entre eux et s'ignorent eux-mêmes sont unanimes au cours des manifestations occultes, à se dire les esprits des morts. Comment pourraient-ils connaître et communiquer des détails minutieux sur l'identité de ceux-ci? C'est ce que nous avons pu constater nous-mêmes dans les innombrables expériences auxquelles nous avons pris part, durant plus de 30 années, sur tant de points divers, en France et à l'étranger. Nulle part les êtres invisibles ne se sont présentés comme les inconscients ou moi supérieur des médiums et autres personnes présentes. Ils se sont toujours annoncés comme des personnalités différentes, jouissant de la plénitude de leur conscience, comme des individualités libres, ayant vécu sur Terre, connus des assistants, dans la plupart des cas, et avec tous les caractères de l'être humain, ses qualités et ses défauts, et fréquemment ils donnaient des preuves de leur propre identité. Ce qu'il y a de plus remarquable en ceci, croyons-nous, c'est l'ingéniosité, la fécondité de certains penseurs, leur habileté à échafauder des théories fantaisistes dans le but d'échapper à des réalités qui leur déplaisent et les gênent.
Sans doute, ils n'ont pas prévu toutes les conséquences de leur système. Ils ont fermé les yeux sur les résultats qu'on peut en attendre, ne s'en rendant pas compte que ces doctrines funestes annihilent la conscience et la personnalité en les divisant. Ils aboutissent logiquement, fatalement, à la négation de la liberté, de la responsabilité et par la suite à la destruction de toute loi morale. Ah bah dis donc. En effet, avec ces hypothèses, l'homme serait une dualité ou une pluralité mal équilibrée, où chaque conscience agirait à sa guise, sans souci des autres. Ce sont de telles notions qui, en pénétrant dans les âmes et devenant pour elles une conviction, un argument, les poussent à tous les excès. Au contraire, tout dans la nature et dans l'homme est simple, clair, harmonique et ne paraît obscur et compliqué que par un effet de l'esprit de système. De l'examen attentif de l'étude constante et approfondie de l'être humain, il résulte une chose, l'existence en nous de 3 éléments. Le corps physique, le corps fluidique ou périsprite, et enfin l'âme ou l'esprit. Ce que l'on nomme l'inconscient, la personne seconde, le moi supérieur, la polyconscience, etc., c'est tout simplement l'esprit qui, dans certaines conditions de dégagement et de clairvoyance, voit se produire en lui comme une manifestation de puissance cachée, un ensemble de ressources que ses existences antérieures ont accumulées en lui et qui étaient momentanément cachées sous le voile de la chair. Non, certes, l'homme n'a pas plusieurs consciences. L'unité psychique de l'être est la condition essentielle de sa liberté et de sa responsabilité. Mais il y a en lui plusieurs états de conscience. À mesure que l'esprit se dégage de la matière et s'affranchit de son enveloppe charnelle, ses facultés, ses perceptions s'étendent, ses souvenirs se réveillent, le rayonnement de sa personnalité s'élargit. C'est là ce qui se produit quelquefois à l'état de sommeil magnétique. Dans cet état, le voile de la matière retombe, l'âme se dégage et les puissances latentes reparaissent en elle. De là, certaines manifestations d'une même intelligence qui ont pu faire croire à une double personnalité, à une pluralité de conscience. Cependant, cela ne suffit pas à expliquer les phénomènes spirites. Dans la plupart des cas, l'intervention d'entités étrangères, de volonté libre et autonome s'impose comme la seule explication rationnelle. C'est donc vainement que les critiques s'acharnent contre le spiritisme. Dès qu'on examine avec attention leurs arguments, ils s'évanouissent comme de la fumée. Hallucination, suggestion, inconscient subliminal ne sont que des mots. Quand on les a mis en avant, on croit avoir tout dit. En réalité, ils n'expliquent rien et les problèmes subsistent dans toute leur étendue. La pratique du spiritisme présente des ombres, des difficultés, des dangers. Mais n'oublions pas qu'il n'est aucune chose au monde, si belle et si profitable fût-elle, qui ne soit dangereuse si l'on en abuse. Il en est ainsi du spiritisme. Étudiez ses lois, obéissez à ses règles, n'abordez l'expérimentation qu'avec un sentiment pur et élevé, et vous reconnaîtrez bientôt sa grandeur et sa beauté. Vous comprendrez qu'il deviendra la force morale de l'avenir, la preuve la plus certaine de la survivance, de la consolation des malheureux, le suprême refuge des naufragés de la vie. Déjà, il pénètre partout. La littérature en est imprégnée. La presse périodique lui consacre de fréquents articles. La science, qui l'a si longtemps bafouée, change peu à peu d'attitude envers lui. Les églises, qui pensaient en avoir facilement raison, se voient obligées de recourir à toutes leurs armes pour le combattre. Il est même proclamé dans un certain nombre de chaires. Tous les jours, nous voyons des prêtres vénérables, des pasteurs et des croyants affirmer leur foi en lui. Il triomphera parce qu'il est la vérité, à qui rien ne peut résister. Il serait aussi difficile d'arrêter la marche des astres, de suspendre le mouvement de la terre, que d'arrêter les progrès de cette vérité qui s'est révélée au monde et de faire revenir les hommes à leurs doutes, à leurs incertitudes, à leurs négations antérieures. Résumons et concluons.
On le voit à travers l'épaisse brume où flotte depuis tant de siècles la pensée humaine, tâtonnant à la recherche de l'inconnu, le phénomène spirit ouvre une large trouée de lumière. Les chimères enfantées par le passé s'évanouissent, il n'est plus de séparation définitive, plus d'enfer éternel. L'au-delà se révèle dans ses mystérieuses profondeurs où se déploie la vie infinie, où se meuvent les forces divines. L'angoisse des départs, le désespoir des séparations fait place à la joie des retours et à l'enivrante promesse des réunions entrevues. Toutes les âmes qui s'aiment se retrouvent pour poursuivre ensemble leur évolution ascendante, de vie en vie, de monde en monde, et de monter vers la perfection, vers Dieu, dans une lumière toujours plus vive, au sein d'harmonies toujours grandissantes. La révélation des esprits communiqués en d'innombrables messages parlés et écrits, obtenus sur tous les points du globe, vient nous montrer le but suprême de la vie, de toutes nos vies. Ce but, c'est la libération par le travail, par l'effort, par l'étude, par la souffrance, par la lente éducation de l'âme à travers toutes les conditions de la vie sociale qu'elle doit subir tour à tour. La libération du mal, de l'erreur, de la passion, de l'ignorance. C'est l'art d'apprendre à penser par soi-même, à juger, à comprendre toutes les harmonies, toutes les lois du sublime univers. C'est la conquête de la beauté, de la liberté, de la bonté, la beauté de la forme fluidique du corps éthérique qui se transforme, s'illumine et s'épanouit à mesure que l'esprit s'éclaire, se purifie et s'élève. La beauté de l'âme qui s'enrichit de qualités morales, de force et de facultés nouvelles. Ainsi, d'ascension en ascension, de monde en monde d'abord, de soleil en soleil ensuite, de cycle dans le cycle immense de son évolution, l'âme voit s'accroître sa puissance de radiation et de lumière. Par l'élévation graduelle de ses pensées et la pureté de ses actes, elle arrive à mettre ses propres vibrations en harmonie avec les vibrations de la pensée divine. Et de là découle pour elle une source abondante de sensations, de perceptions, de jouissances que la parole humaine est impuissante à décrire. Telle est la tâche à accomplir, mais cela ne suffit pas encore. En travaillant pour soi-même, il faut travailler pour les autres, pour leur élévation, la marche en avant des humanités, l'unification des pensées, des croyances, des aspirations, orientées vers un idéal grandiose d'avenir, de progrès moral, de lumière, dans la vie toujours renouvelée, par laquelle tous les êtres sont unis, dans une solidarité étroite, dans une communion de vérité et d'amour, l'homme arrivera à mieux connaître, mieux comprendre, mieux servir Dieu. À vous qui parcourez ces pages, je dirais en terminant, au moment difficile de votre vie, à l'heure des épreuves, quand vous perdez un être aimé, ou si vos espérances longtemps caressées viennent à s'écrouler, lorsque votre santé s'effondrera, lorsque votre vie s'affaiblira lentement et que vous verrez s'approcher l'heure finale, celle où il faut quitter la terre, si à ces moments l'incertitude ou l'angoisse vous serre le cœur, alors souvenez-vous de la voix qui aujourd'hui vous dit: oui, il y a un au-delà. Oui, il y a d'autres vies. Rien n'est perdu de nos souffrances, de nos travaux, de nos larmes. Aucune épreuve n'est inutile. Nul labeur n'est sans profit. Aucune douleur sans compensation. Ayez confiance en vous-même, confiance dans les forces intérieures cachées en vous, confiance en l'avenir sans fin qui vous est réservé. Ayez la certitude qu'il y a dans l'univers une puissance souveraine et paternelle qui a tout disposé avec ordre, justice, sagesse, amour. Cela vous inspirera plus d'assurance dans la vie, plus de courage dans l'épreuve, plus de foi en vos destinées. Et vous avancerez d'un pas ferme dans la voie infinie qui s'ouvre devant vous. Voilà, j'ai terminé ce très beau livre. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait des passages peut-être un petit peu longs, mais je trouve que la fin correspond tout à fait avec ce que nous sommes en train de vivre et avec le direct que je viens de faire avec vous. Je me suis ressourcée auprès de vous. Nous avons tous besoin les uns des autres, c'est ça la leçon aussi. Et puis, finalement, je l'ai trouvé peut-être un peu rébarbatif par moment, mais finalement, je le relirai et j'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre votre commentaire, votre pouce bleu. N'hésitez pas pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous êtes très nombreux dernièrement, à vous abonner, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, à vous abonner, vous créez un petit compte de YouTube avec un mail valide et quand je poste une vidéo ou une autre chaîne à laquelle vous serez abonné, j'espère bientôt, quand on poste des vidéos, vous recevez une petite notification, tout simplement. Ou quand on fait des directs aussi, hein, vous recevez une notification et comme ça, vous dites chouette, chouette, chouette. Bon, si vous avez un petit peu de temps ou si vous avez envie, vous mettez vos écouteurs et puis ça vous permet de participer. Ça nous permet d'être en relation les uns avec les autres aussi, dans ces périodes un peu chaotiques. On est dans une passation de nouvelles énergies très puissantes. Et donc, on échange, on discute et on partage, Je vous dis namasté. Je vais faire attention à ma petite Chacha. Elle m'a fait un petit câlin, hein, vous avez vu. Je lui ai mis une autre petite robe aujourd'hui parce que quand elle va dehors, elle n'a pas très chaud.